Salutations à toutes et à tous et vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux. Je vous dis bon après-midi ou bonne soirée, dépendamment de votre fuseau horaire. Mon nom c'est Yves Placide, votre animateur à l'émission Convergence. Aujourd'hui c'est le samedi littéraire. Je suis accompagné de Madame Béatrice Lafortune qui sera au téléphone et qui est diseuse, poétesse et co-animatrice. Avec nous également Madame Linda Koudache, chroniqueuse littéraire, diseuse et poétesse, et Monsieur Inel Torchon à la barre pour la mise en ordre. Aujourd'hui, nous avons comme invité spécial une personne que vous connaissez sûrement de nom et de visage. C'est une actrice, comédienne et animatrice de télévision à Natif TV, où elle anime une compétition musicale qui a pour nom Gospel Mania et qui est surtout 100% québécoise. Alors, avant de vous faire écouter sa voix, je passe le micro à Madame Linda Koudache qui va nous faire sa chronique littéraire. Le son est... Bonjour. Se remémorer un souvenir tout seul, c'est vivre un instant libre. Ma chronique s'intitule « Le monument de la littérature québécoise ». Aujourd'hui, je vous emmène à Montréal. Ensemble, nous ouvrons un livre en multiples voix et à la mémoire vivante. Un instant où l'esprit chemine pas à pas sur des pages blanchies ou noircies par le temps. Peu importe le vacarme des vents, nous marquerons une minute de silence pour la liberté d'être soi-même, de faire entendre sa voix, d'assumer son identité, car la liberté n'est pas seulement un droit, elle est le courage d'exister tel que l'on est, de s'exprimer librement, à l'image de cette grande plume qui nous berce dans l'encre de sa pensée. Cette plume s'appelle Michel Tremblay. Né le 25 juin 1942 à Montréal, écrivain, romancier et dramaturge. Il est considéré comme l'une des figures majeures de la littérature québécoise contemporaine. Il est également l'un des auteurs les plus récompensés du Québec. Il a notamment reçu le prix Athanas David en 1988, ainsi que l'Ordre du Canada et l'Ordre national du Québec. Parmi ses œuvres majeures, on retrouve Les Belles Sœurs en 1968, sa pièce la plus célèbre, qui a révolutionné le théâtre québécois. Un groupe de femmes se réunit pour coller des timbres primes. Pendant ce moment, elles parlent de leur vie et de leurs rêves. À travers cette pièce, l'auteur donne la parole à des femmes longtemps absentes de la littérature et du théâtre. Il met en lumière leur quête de liberté dans une société qui les enferme dans des rôles bien définis. La grosse femme d'à côté est enceinte en 1978. Ce roman raconte la vie des habitants d'un quartier populaire du plateau Mont-Royal au cours d'une journée particulière le 2 mai 1942. Leurs pensées, leurs conversations et leur solidarité sont mises en lumière. L'auteur explore la vie quotidienne, la famille et les liens qui unissent une communauté. À toi pour toujours, Tamarilou en 1971. Cette pièce raconte une famille québécoise marquée par les conflits, les non-dits et les blessures du passé. Les personnages se confrontent à leurs souvenirs et à leurs regrets. L'idée principale de ce roman est de montrer comment les conflits, les non-dits et le poids du passé peuvent détruire les relations familiales. Le premier quartier de la Lune en 1989. Ce roman se déroule dans l'univers du plateau Mont-Royal où les personnages évoluent entre rêve, réalité et mémoire. À travers ce récit, l'auteur nous invite à réfléchir à la façon dont les rêves et les souvenirs
peuvent transformer une existence. Son style d'écriture est simple et profondément enraciné dans le joual, le parler populaire québécois. Ses personnages sont souvent authentiques, attachants et profondément humains. Ses principaux thèmes sont la vie quotidienne des Québécois, particulièrement celle des milieux populaires, l'identité et l'affirmation de soi, la famille et les relations humaines, la condition des femmes et leur place dans la société, la marginalité et les voix oubliées, la mémoire et les souvenirs, la langue et le joual comme symbole culturel et identitaire. Parmi ces citations les plus connues, on est toujours le folklore de quelqu'un d'autre. À travers cette phrase profonde, l'auteur nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler le regard des autres, ni les histoires qu'ils construisent à partir de nous. Chacun porte son histoire, son identité et sa liberté d'être. Michel Tremblay est un monument de la littérature québécoise. Il est un pont entre les générations, un témoin privilégié de la vie québécoise et une voix essentielle de la mémoire collective. Le lire nous permet d'être nous-mêmes et d'aller à la rencontre des autres. Michel Tremblay demeure ce cœur lumineux qui bat pour le Québec. Je termine ma chronique avec cet extrait de « Un ange cornu avec des ailes de tôle ». Ouvrir un livre demeure l'un des gestes les plus jouissifs, les plus irremplaçables de la vie. Merci. Merci beaucoup, Madame Koudache. Ben, Michel Tremblay, c'est un vieux de la vieille. Ça fait longtemps qu'il écrit. Je me rappelle même quand j'étais au cégep, on étudiait une de ces pièces-là avec des bonnes femmes qui tricotaient sur une chaise et ça jasait. En tout cas, je vous dis merci. Merci. Et bon, nous allons faire un petit retour à notre invité spécial qui est Madame Renée Joseph Éloi. Madame Renée Éloi Joseph. Bonjour Yves. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, je pense que je manquerai de mots pour vous présenter. Est-ce que vous voulez faire un court portrait socio-professionnel, artistique de votre parcours? Ben oui, ça fait plaisir. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Renée Joseph. C'est vrai que sur les réseaux, j'ai écrit Renée Joseph Éloi parce que mon conjoint, son nom de famille, c'est Saint-Éloi. Donc, c'est comme un petit jeu de mots, là. Puis, sur les réseaux sociaux, j'aime toujours dire que c'est bien de changer un peu les noms. Okay. Donc, Renée Joseph, comédienne à la base et en ce moment, je travaille comme animatrice et reporter culturel pour Natif TV. Ça va faire plus d'une 10-15 d'années que j'œuvre dans le milieu québécois, dans le milieu artistique, que ce soit devant ou derrière la caméra. C'est vraiment un milieu qui me passionne. Rencontrer les gens en ce moment, parler avec eux sur le terrain lors de différents événements culturels par l'entremise de Natif, franchement, c'est vraiment tout un plaisir et c'est vraiment quelque chose que je fais avec passion. Donc, si je peux me décrire en quelques mots en ce moment, ce seraient ces mots-ci. Bon, ok. Pour aller un petit peu plus loin, je sais que vous êtes à la barre de Gospel Mania. Oui! Et parlez-nous un petit peu, c'est quoi Gospel Mania? Absolument. Gospel Mania, c'est une compétition musicale de chant gospel. C'est la première, en fait, compétition musicale comme ça qu'on a ici au Québec et si je ne m'abuse même au Canada. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est une course où si vous connaissez un peu les émissions telles que La Voix ou American Idol, c'est l'équivalent, mais version gospel. Et cette année, c'est la 2e édition que Natif propose cette émission. Puis justement, là, vous avez vu, ça a été diffusé la semaine passée, la grande finale de l'émission Gospel Mania. Donc, on a reçu plus de 200 et plus candidatures à travers le Québec qui se sont présentées en audition pour venir parler avec nous et chanter, en fait, pour se présenter à la compétition. Et parmi ceux-ci, seulement 50 ont été retenus pour se présenter en audition devant notre comité
comité de sélection. Et ensuite, après les 50, seulement 8, la première phase, si je ne m'abuse, c'est, je pense, 13 candidats parmi les 50. Puis on avait du monde qui venait de l'Abitibi, de Québec, des gens qui ont pris le train, l'avion, qui sont présentés. Et c'était ça passe ou ça casse, là. C'était une audition devant le comité de sélection et ils devaient chanter a cappella. A cappella. Donc, on voulait entendre le talent brut, la voix, puis... à partir de ça, il y a 13 candidats qui ont suivi semaine après semaine, qui devaient relever les défis musicaux qui ont été transmis par nos 3 juges qu'on avait lors de la compétition. Je parle entre autres de Jean-Jean, Sylvie Desgroseilliers et Sébastien Demré, puis qui ont été accompagnés par plusieurs artistes musicaux que vous connaissez. Hein, on parle de... Oui, c'est ça que vous avez vu, donc ouais, c'est ça. Donc c'est exactement ça, Gospel Mania. D'accord. Ouais. Est-ce que chaque participant devrait avoir une histoire à raconter? Ah, c'est intéressant ça. En fait, non, Gospel Mania n'est pas basé sur l'histoire, mais sur la capacité vocale. Parce que nous, à la fin, qu'est-ce qu'on cherchait? Et quand je dis nous, je parle de qu'est-ce que la production cherche, c'est vraiment le talent. On cherche la star qui a la voix gospel musicale. Et je pense qu'à travers l'émission, c'est ce qui a transpercé l'écran. Sur place, la grande finale qui était en direct devant public, on a eu droit à tout un spectacle. Et je pense que ça, c'est ça l'essence de Gospel Mania. C'est la voix, la star gospel du moment qu'on recherche. L'histoire, ça vient après. Et le mot gospel, Oui. ça, on dirait qu'il y a une association avec la religion, Oui. l'Église et tout ça. Est-ce que c'est dans cette route-là que ça continue ou bien? Mais je vous dirais que en fait le mot gospel a évolué avec le temps. Je pense qu'en ce moment en 2026 là, le gospel ça signifie différentes choses pour différentes personnes. Puis moi ce que j'ai pu constater à travers les candidats avec qui j'ai eu la chance d'échanger, c'est que le gospel avant tout c'est un message d'amour. Pour plusieurs ça se reflète comme un style musical, pour d'autres c'est une perspective qui est religieuse, pour d'autres c'est simplement un message d'amour, mais la production en tant que telle c'est ce message de paix et d'amour qu'ils voulaient transmettre à travers la compétition. Le gospel, ça se ressemble un petit peu avec les Afro-Américains qui chantaient dans les rues avec l'harmonica, tout ça. En tout cas, j'ai regardé quelques épisodes. Je trouve que c'est très bien. Monsieur Inel Torchon, est-ce que vous avez une question pour Madame Renée? Bon, oui. Salut Yves, salut Linda. Madame Renée, donc c'est un plaisir pour être dans cet espace. Je vois que vous avez dit que c'est un espace joyeux, l'espace de la communication. Et j'ai une question. Est-ce que cela dit que c'est un concours qu'on va accueillir toute tendance, ou bien un concours dans lequel on va accueillir toute tendance afro, tendance slam, tendance compas, tendance reggae? Est-ce que tu peux justement parler à nos auditeurs de la radio Centre-Ville comme ça, ils peuvent, s'ils veulent justement venir, s'inscrire, bien sûr. S'il y a d'autres éditions. Exactement. C'est une très bonne question, Inel, et je fais le parallèle parce que, comme je l'ai dit tantôt à Yves, lors de cette saison, le gospel, c'est la thématique de la compétition, mais on met vraiment l'emphase sur le message de paix et d'amour. Et cette saison, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une candidate qui s'appelle La Loca of God. C'est une rappeuse latino-québécoise et elle rappait. Donc, elle rappait, mais elle avait ce message de paix et d'amour, et on avait eu d'autres candidats qui faisaient plus des styles afro et tout. Donc, sincèrement, oui, les candidats, tant aussi longtemps qu'ils peuvent se permettre de composer ou de chanter autour de ce message qui est le gospel, qui est un message de paix et d'amour inspiré, bien sûr, de qu'est-ce que c'est la fondation du gospel. Il n'y a pas de problème. Tous les styles musicaux sont ouverts. C'est sûr et certain que je pense qu'en termes de registre, il y a certaines conditions à avoir. C'est sûr et certain que c'est une compétition de voix. Donc, c'est sûr et certain que c'est la voix qui est jugée à la base. Donc, mais que ce soit fait par rapport à un style musical qui est plus pop ou R&B ou afro ou quoi que ce soit, tous les styles sont les bienvenus. Si jamais il y a une prochaine édition, là, ne soyez pas restreints, vous êtes les bienvenus à l'émission. Bon, alors, moi, je peux me lancer. Hein. Tu chantes, Yves? Linda aussi. Je pense que Mme Linda Kodash a une question. Vas-y, cher. C'est pour vous la joie d'être artiste, de s'exprimer.
Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous inspire le plus. Ah, qu'est-ce qui m'inspire le plus? La rencontre avec les gens m'inspire. La communication m'a toujours inspirée dans le sens où j'aime aller à la rencontre de l'autre pour comprendre leur univers. Parce que souvent, lorsqu'on parle avec quelqu'un ou on a des divergences, moi, j'aime dire que comprendre et respecter l'autre, c'est grandir. C'est de se dire, ben ça fonctionne dans l'univers que la personne, elle est. Et c'est juste d'essayer de comprendre, en fait, les sens. Puis moi, c'est ce que j'aime, entendre les histoires des gens, savoir d'où ils sont sortis. C'est ce que j'ai vraiment aimé dans l'aventure. Souvent, il y en a qui disaient, ben moi, je chante depuis que je suis jeune. Ou il y a une candidate, mon Dieu, qu'on a reçue. Elle venait d'Haïti. Et elle a dit, oh, moi, quand j'étais en Haïti, je chantais tout le temps dans les dimanches, etc. Mais lorsqu'elle est arrivée à l'émission, après, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Puis, elle s'est mise à pleurer. Puis, les coachs, quand on lui a dit, ben, le comité de sélection lui ont dit, ben, il la conseille d'aller parfaire sa voix parce que malheureusement, ça passe pas. Mais pour elle, elle était assurée qu'elle avait le plein potentiel. Tu vois? Et pour moi, ça a été juste écoute, souvent, c'est ça la rencontre avec quelqu'un, c'est de pouvoir l'encourager, c'est de le faire comprendre qu'écoute, peut-être dans ta perspective, des choses, tu le vois de telle façon, mais à l'extérieur, ça paraît pas comme ça. Fait quand on est capable de les deux se parler et de comprendre, alors là, il y a un juste milieu il y a un apprentissage qui se fait, puis tout le monde grandit. C'est ça qui fait le charme, la force du partage. Et that's it. On apprend en même temps avec ces personnes, on échange, c'est un échange qui nous permet d'apprendre, de partager. Et That's it, exactement, Linda. Puis ouais, non, moi je trouve que c'est une force de pouvoir. Souvent, on va voir lorsque plusieurs personnes communiquent, des fois, il y en a qui peuvent s'emporter ou quoi que ce soit, mais j'aime favoriser les environnements où l'environnement où on est capable de communiquer, d'échanger et de le dire librement sa pensée sans se faire juger. Donc c'est vraiment tout un parcours que je trouve qui est intéressant, surtout avec Natif TV. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs artistes qui ont des philosophies différentes, qui ont des idéologies différentes, mais de se dire, écoutez, moi, avec ce que je fais où ce que je veux aller, j'ai pas eu le choix de me forger cet environnement-là. Ben, c'est tout un apprentissage. Donc, je pense vraiment que la communication est une force, Linda. Mais René, je dois vous dire que j'aime votre intonation. Ah, merci. Est-ce que cela dit que la façon dont vous parlez, vous chantez aussi? Si vous chantez, comment... Est-ce que vous pouvez nous gratifier un petit moment? Mon Dieu, oui. C'est vraiment drôle, Inel, que tu dis ça, parce qu'à la fin, on parlait avec la production. Oui, je chante. C'est très drôle parce que moi aussi, j'ai grandi dans l'environnement de l'église et j'ai été choriste et j'ai chanté pendant une vingtaine d'années. Mais j'ai aussi fait un deck en chant jazz. Donc oui, je chante. En jazz. Ah, c'est bon. Ouais. Et alors là, pour rappel, la date de lancement, est-ce qu'il y a un local, un lieu qu'on doit venir pour s'inscrire? Pour la prochaine édition de Gospel Mania? Pour la prochaine édition? Non, il n'y a rien d'officialisé encore. En fait, à la télé, la finale de la dernière saison vient d'être diffusée. Restez à l'affût sur la chaîne de Natif TV. Parce que je crois peut-être, comme je l'ai dit à la fin de l'émission, peut-être au plaisir de vous revoir pour une 3e saison. Qui sait? Donc, lorsque ça part sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une magnifique opportunité. Il y a même un grand prix à gagner là, d'une valeur de 50 000 $. Ah, wow! Une bourse en argent de 10 000 $. La composition et la production de singles. Donc, restez à l'affût de la page de Natif TV pour plus d'informations. Personne répond à la radio. Hein. Ok, vas-y, on t'écoute. C'est Madame Béatrice. Oui, alors bonjour tout le monde. Encore une fois, ça me fait toujours plaisir de pouvoir participer à l'émission Convergence. Cette fois-ci, je suis à longue distance. Oui, cette fois-ci, je suis... Oh. Oui, continuez. Désolée, oui, cette fois-ci, je suis à longue distance, mais j'ai quand même préparé 2 textes à vous réciter. Alors, j'imagine que le plancher est pour moi. Oui, c'est prêt. Nous sommes prêts. Ah, parfait. Vous êtes déjà en onde. Oui, non, mais j'avais compris. Alors, le premier poème, c'est 2 poèmes que j'ai déjà récités dans le passé, mais que j'aime beaucoup. Le premier, c'est Héritage. J'étais en honneur de mes parents, moi d'origine haïtienne. Et tu sais, parfois, on n'est pas nécessairement au courant de tous les sacrifices que nos parents nous ont donnés. Mais celui-là, c'est vraiment pour être en mesure de pouvoir juste être
conscients de tout ce qu'ils nous ont laissé. Alors voici pour héritage. D'accord. Leur histoire ne se racontera pas avec leurs mots. On peut la lire sur les creux qu'on peut voir sur leur peau. La misère a reformé une partie de leur visage. La terre est la solution qu'ils ont trouvée pour empêcher le ciel gris à ceux qui auraient dû en hériter. Le sacrifice était leur monnaie courante, un regard, toujours porté sur le plus tard, sachant que le retour n'était pas pour eux, acceptant que les demain heureux n'étaient pas pour eux, mais pour ceux qui hériteraient de leur histoire, ceux qui pourraient être fiers dans l'ignorance de leur patrimoine, parce que ce fardeau, on ne l'a pas porté, parce que ce fardeau, on ne l'a pas connu. Leur fierté se retrouve dans les chemins tracés, dans l'inconnu de leur sacrifice, dans la paix dans laquelle le prix a été payé, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la liberté de célébrer leur histoire que nous ne connaissons pas, une histoire chargée d'héroïsme dans l'abîme, mais où les gains se vivent dans la clarté de nos journées. Alors, voilà pour héritage. Et le deuxième, c'est un texte qui est quand même un peu en lien, mais que j'aime beaucoup. C'est Ici et ailleurs. Je pense que moi, je suis d'origine haïtienne, mais bon, je suis née au Canada, au Québec. Et que ce soit et la culture québécoise et la culture haïtienne, c'est deux choses qui me touchent énormément. Alors pour moi, je compose les deux. Alors voilà, ici et ailleurs. Terre blanche et terre noire, mon histoire se commence à deux endroits. Le chaud s'est mélangé avec le froid pour créer une nouvelle âme, ou pour créer une nouvelle patrie. Des citoyens qui défendent différentes frontières, qui veulent garder une partie de leur avant, mais tout en étant enracinés avec le maintenant. Le chaud, la canne et la citronnelle, le froid, l'érable et le sirop, des ingrédients qui composent ma patrie parce que je suis enfant d'ici et enfant d'ailleurs. On ne peut lire mon présent sans parcourir mon avant. Mon familier est à l'aise avec les immeubles qui veulent toucher le ciel, comme avec ceux qui veulent danser avec la mer. Mes larmes accompagnent les tsunamis comme les avalanches. Alors lorsqu'on me pose la question, d'où viens-tu? Je réponds, je viens de l'évidence de ce que tes yeux voient et du reflet qui te regarde. Je viens de partout, mais en même temps de nulle part. Tout dépendant de qui me réclame. Je viens de la terre de mes pères, mais j'appartiens aux terres du nouveau monde parce que je suis enfant d'ici, mais aussi d'ailleurs. Bon. Alors voilà pour moi. Bravo! Merci. C'est super ça. J'allais passer le micro à Madame Koudache, mais je préfère le garder parce que j'ai écrit un poème aussi qui va dans le même sens. Mais moi, je vais vous laisser. Okay, je vais vous laisser, mais vraiment, encore une fois, toujours merci de m'accueillir. C'est parfait. Merci beaucoup, Madame Béatrice. Merci. Au revoir. Merci, allez. Bon, alors, je prends le micro avant toi. Oui, bien sûr. Et... Oui, Madame Ewine, et continuez à nous parler surtout. 2 minutes, je vais lire mon... Ah, vous allez lire votre poème. Avant. D'accord. Bon, alors, ça s'intitule Mon père, ma mère et moi. Bon, ça dit presque tout. Bon, c'est un petit peu avec beaucoup d'émotions que je lis ce poème parce que mon parcours était et n'était pas la même chose que Madame Béatrice. Mon père, ma mère et moi, 3 ombres sous le même toit. Mon père marchait comme l'orage tempéré, les mains lourdes d'un silence en colère. Ses mots silencieux tombaient en grêle sur la maison, cassant les vitres tranquilles de l'air. Mon père, ma mère et moi, ma mère se faisait petite en silence, comme une bougie qui protège sa flamme en silence. Elle pliait, elle brillait, sans se briser en silence, absorbant les refrains silencieux pour que le toit tienne en silence.
Mon père, ma mère et moi enfant spectateur, j'étais le mur qui regardait, qui écoutait en silence. Les yeux trop grands pour mon âge, le cœur, l'esprit apprenant à se taire en silence. Mon père, ma mère et moi, je voyais la peur s'asseoir à table en silence, manger à notre table, rire à notre place en silence. Mon père, ma mère et moi, pardonne-moi si j'ai appris l'amour avec des gestes bruts. Pardonnez-moi si je n'ai pas suivi votre trace. Pardonnez-moi si je n'ai pas voulu vous ressembler. Pardonnez-moi si j'ai appris le courage et l'amour par moi-même. En regardant le silence silencieux de ma mère, aujourd'hui je porte vos deux silences. La violence a hurlé, la sagesse du silence qui atteint la raison et la résignation qui a murmuré. Entre les deux, j'ai trouvé ma voix. La voix de la non-violence, c'est la voix ultime. Je ne vous juge pas, je ne vous nomme pas. Les trois hommes sur le même toit, la guitare désaccordée à trois cordes. La libération s'est faite sentir, s'est mis debout, c'est de sensibiliser au respect des femmes. À toi, ma mère. Bon, voilà, c'est parce que... C'est bravo Yves Placide. Wow. Quand j'étais petit, je ne sais pas si c'est coutume pour plusieurs, il y avait des engueulades dans ma famille. Mon père, je ne dis pas qu'il était extrêmement violent, mais j'ai assisté à des scènes qui m'ont vraiment marqué. Je ne dis pas que je suis traumatisé non plus, mais le fait que j'ai une émission qui donne l'information à la violence faite aux femmes, avec Madame Diabla, Amazon, alors ça m'est venu comme ça à écrire ce poème-là. Bon. Mais maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce poème-là? Mais écoutez, moi je suis écrivain, vous le savez, j'ai des livres. Comment s'appelle l'affaire où on vend des livres encore là? La bibliothèque, la librairie. Non, bon, j'ai des livres en vente. Amazon. Et puis, très souvent, mes amis me demandent d'écrire sur moi, sur mes vécus. Mais moi, j'écris surtout sur ce que je vois, ce qui se passe dans le monde, mais jamais à l'intérieur de moi. J'ai toujours gardé ça dans mon... C'est-à-dire, c'est pour la première fois que tu as écrit ce poème introspectif, okay. Mais avant, c'était comme tu dis que tu as des livres, c'est l'autre livre ou bien les autres ouvrages, c'est des livres qui portent sur le genre de essai ou bien expliquez-nous un petit peu. Bon, l'essai, j'en ai fait au moins 2 ou 3. Il y en a un essai qui s'appelle, ça fait tellement longtemps. Bon, en tout cas, les plus récents, c'est sur comment on appelle ça encore, c'est sur les questions de quantique. Ça s'appelle l'ésotérisme des mystères quantiques. Mais ça, j'aime pas en parler parce que... Moi-même, je voudrais titrer votre poème sous le nom de l'ombilical des enfants, puisque c'est tout ce que tu dis, tu t'adresses aux parents et c'est toujours en silence. Moi, je dis le code l'ombilical de l'enfant. Je le titrerai rapidement. Je ne sais pas si Béatrice ou René ont quelque chose à dire sur ça. C'est parce qu'en Haïti, la voix de l'enfant ne portait pas. N'est jamais entendu. Alors, tout ce que tu assistes, c'est en silence. Tout ce qui se fait... Tu dois faire silence. Tu gardes le silence. Mais moi, ma question pour toi, Yves, que j'ai trouvé ça très touchant, mais aussi très libérateur. Parce qu'en tant qu'enfant, comme tu l'as dit, souvent, tu dois regarder, tu ne peux pas rien dire. Mais ensuite, il y a beaucoup de choses qui passent dans ta tête. Et quand tu vieillis, quand on vient à confronter nos parents, souvent, vous allez me permettre l'expression, ils vont dire « Oh, moi-même, pas de fait ça! » Effectivement. Et qu'est-ce que vos parents diraient aujourd'hui de ces mots? Mais en arrivant à Montréal,
j'ai confronté mon père parce que je venais d'arriver, ça faisait 3 ou 4 ans, parce que moi j'ai presque 45 ans au Canada. Ouais. Et puis, une fois, mon père parlait très fort, et puis ma mère se faisait petite encore. Et puis, je suis sorti dans le salon, je disais, ah, papa, si tu touches à ma mère, je vais te casser la gueule. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh, mon fils, toi qui me parles comme ça? Oh, il a été confronté. Oui, alors, vous voyez, la question est très importante. C'est justement une voix libératrice de ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu étais petit. Bon, ok. Mais notre invité, c'est Madame Willy. Mais qu'est-ce qui vous a amené à faire de la télé? Yves, après tous ces mots sur ton livre, j'ai comme du mal à plonger là-dedans. Mais mon Dieu, si je peux faire un parallèle, tu vois, moi je dirais juste rapidement, avant même de répondre à ta question, je veux t'inviter et t'encourager à continuer de partager ce poème, ces mots. Je trouve qu'on entend trop rarement les jeunes hommes parler librement de ce qu'ils ont vécu et surtout ce qui a trait de la violence. Et je fais le parallèle parce que cette semaine, j'écoutais sur Netflix une série qui s'appelle Le Polygamiste. Et ce qui s'en vient, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Netflix, c'est une série qui raconte la vie d'une famille, d'un homme qui se permet d'être polygame, mais en même temps qui va aussi porter des coups à plusieurs de ses femmes et tout. Puis je me dis, c'est pas un sujet qui date d'hier, ça fait très longtemps. Puis je pense qu'il est temps qu'on puisse entendre avoir la vraie version d'hommes qui sont là, qui se portent garant, parce qu'il y a aussi beaucoup de féminicides qui se passent encore au Québec. Puis sincèrement, je pense que c'est d'actualité ce sujet. Puis il y a tout à dire et à continuer là-dessus si jamais. Là, moi, ça me fait plaisir de continuer dans cette voie au lieu de parler de mon parcours. Juste vous dire en passant. Le moi est toujours haïssable. Ouais. Mais moi, je voudrais prêter le moment pour dire que moi, je suis aussi écrivain. OK. Moi, c'est mon livre, mon ouvrage. Mais moi, je suis du côté de essai. J'écris du genre essai. Et si vous me permettez, je pourrais lire un petit quelques phrases titrées de poèmes. Et j'espère que ça va vous épater quand même, et les auditeurs. Ça part comme ça. Idylle de notre amour, l'espace des libertés. Haïti, debout, brisons les chaînes. Je reprends. Idylle de notre amour, l'espace des libertés. Haïti, debout, brisons les chaînes. Ça, c'est à travers ce livre, vous pouvez trouver un petit poème là-dedans, puisqu'il y a, dans à un moment de la durée, j'ai pas écrit, mais j'ai été un déclameur, un diseur. Bon, d'accord. Alors, nous allons passer à Madame Linda Kadouche qui va nous lire son poème. Dire un mensonge est facile. Dire une vérité est difficile. Mon poème s'intitule « À l'extrême de l'éternité ». Au soleil, entouré par les étoiles jaunes. Étoiles chantées par des poètes éblouissants. Poètes morts, déjà enterrés. Une poésie fiévreuse, malade, assoiffée, dédiée à tous. À un monde frivole, à une femme cantant son âge au bout de ses cheveux. À cette mendiante noire, rêvant du premier rayon de sourire qui traversera le visage de son matin. À l'enfance vierge, enveloppée par une affection de papillé, jouant dans une nature où l'image est plus rapide que l'orage. À une fleur privée d'eau, à une terre privée d'homme, à un fantôme privé de lumière, à une plume fine, jalouse du temps, à ce soleil en deuil au-dessous d'un drap noir, soleil timide éteint, à une légende connue dont le héros est amoureux d'une reine, une très belle femme, sculptée derrière une carte postale, ruinée par un volcan de solitude, souvenir d'une tribu d'hiver, dispersée par les funérailles d'été. À un ange bleu, cherchant son répertoire plein de vers, à ce cauchemar faisant son devoir, se condamne dans une affre étroite,
scrutant une vieille balançoire portée par les grands vents. À ce sommeil souffrant d'amnésie, à ses sourcils tombant doucement sans bruit, à ce hasard recevant les touristes, l'exode des fruits, chemin dur du refrain. À tout artiste caressant avec son cœur blanc l'âme fertile de l'art. Ô femme, femme à moi, rêvant de devenir poétesse pour chanter les blessures du temps. À cet homme aimant la poésie vivante du poète mort, étoile, poésie, dédiée à toute vie, loin de la mort. Ô poésie, lumière de vie. Merci. Bravo. Et bon, nous tournons avec Madame Renée. Et je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Oui, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et qu'est-ce qui vous amène à réfléchir le plus souvent dans notre communauté, c'est-à-dire que pour la place des femmes noires à Montréal? La place des femmes noires à Montréal. Je vais rester dans le même lien de la question que vous m'avez posée tantôt à la télé. Moi, quand je regardais la télé, je regardais les chaînes VRAC TV, Canal Famille, etc. Puis je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais dit à ma mère « Oh maman, je veux aller là-dedans ». Et moi, ma mère m'a quand même eu à 42 ans. Hein. Donc, okay. Elle m'a dit « Oh, bah ouais, tu vois pas, il n'y a pas de nous ici. » là. Et j'ai quand même 2 grandes sœurs avec qui j'ai 14 ans et quand même 18 ans de différence. Et je me rappelle, je disais ça à mes sœurs, puis c'était comme « Toi, là, tu veux toujours faire des choses. » Mais l'envie de me voir à la télé a toujours été là. Donc, par réflexion, de voir des femmes noires à la télé. Parce que ma mère avait aussi, à la maison, on avait ce qu'on appelait le satellite dans le temps. OK? Ouais. Donc, j'aimais beaucoup aussi la chaîne BET. Donc, je regardais tout ce qu'il y avait l'autre côté, 106 Cent Park, One on One, The Parkers, etc. Puis j'étais comme, mais comment ça se fait que je me vois du côté anglophone aux États-Unis, mais quand je regarde ma télé, je ne me vois pas. Puis c'est de là qu'est venu, je pense, même de façon intrinsèque, ce vouloir de représentativité, parce que quand je voyais ces émissions-là, comme on a 106 Park, j'étais comme, mais c'est moi ça, c'est moi l'autre côté qui parle et qui fait ses entrevues avec des artistes, ou bien c'est moi qui joue à la télé, puis c'est comme ça qu'est né ce désir-là. Puis à partir de là, j'ai juste continué à faire mes recherches. Puis de fil en aiguille, moi j'ai été prendre des cours de jeu caméra, parce que j'ai pu rencontrer une actrice, une comédienne québécoise que j'avais vue dans une émission québécoise, puis j'étais comme « Ah, c'est toi que je vois dans Petite Fleur ». Je suis comme « Mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour faire ce que tu fais ?» Puis est-ce que je dois suivre des cours de théâtre? Parce que c'était ce qu'on connaissait, faire du théâtre. Puis elle m'a dit « Non, il y a une différence au Québec, comme si tu veux faire du théâtre, tu dois suivre des cours de théâtre, mais si tu veux faire de la télé, tu dois suivre des cours de jeu caméra. » Puis j'étais comme, des jeux de cours devant la caméra, puis elle est comme, ouais, c'est différent. Elle dit, cherche ça là sur Internet, puis tu vas trouver. Fait que c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai été suivre des ateliers de jeux devant la caméra, différents ateliers. Puis à partir de là, après, il y a quelqu'un que je connaissais qui m'a dit, à VRAC TV, ils cherchent une comédienne pour jouer tel rôle. Ça t'a-tu de passer les auditions? Je sais que tu m'as dit que tu veux faire de la télé, puis tu as suivi des cours. Puis j'étais comme, oui, tu peux envoyer mon CV parce que dans le temps, ça fonctionnait comme ça. Là, tu prouves que tu as été faire des cours et tout. Puis j'ai été passer les auditions pour VRAC La Vie à VRAC TV. Puis c'était la première fois, j'avais 18 ans. Puis j'ai eu mon premier rôle à la caméra à la VRAC TV auprès de Pierre Hébert, Philippe Laprise, Magali Saint-Laurent, Catherine... En tout cas, bref, fait que c'était mon premier rôle télé, puis c'était ça. Puis pour moi, c'était ce fardeau-là de me voir représenté à l'écran. Puis après ça, je l'ai pas vu comme un fardeau, au contraire, ou de besoin de continuer d'avoir d'autres personnes, parce que j'étais là, pour moi, c'était comme, je fais mon filon parce que ça m'intéresse. Puis ensuite, il y a une de mes profs qui m'a dit, à cause que les gens voient, ben ensuite ça va susciter l'intérêt naturellement. Puis j'étais comme, tu sais quoi, c'est ça la vie. C'est que tu fais qu'est-ce que toi tu veux ou qu'est-ce que tu sens que tu es appelé à faire. Puis ensuite, ben ça va créer des petits. Puis c'est ça. Bon, en tout cas, félicitations, c'est tout un chemin par rapport. Merci. Et moi, je dois vous dire que j'ai été choqué cette semaine pour ce qui s'est passé à Montréal-Nord. Il y avait une sorte de descente
des policiers. Ouais. J'ai déjà reçu madame, papa, madame, monsieur Fadel Daguerre, ici, Fadil Daguerre. Et puis ses réponses ne me plaisaient pas du tout. Mais c'était une démission, c'était une fuite. C'est-à-dire qu'il laissait le fardeau de son travail aux organismes communautaires. Et moi, le fait que je suis psychosociologue et je sais c'est quoi ça, une fuite, il a dit, et c'est vrai, il a bon caractère, le monsieur, il est gentil, il veut vraiment que ça change, mais il n'a pas le courage pour gérer son personnel. Son personnel, mais moi je lui avais suggéré de reformuler la formation. D'apprendre aux policiers de tirer quand ils sont en danger, mais pas pour tuer. Parce que maintenant, ils tirent pour tuer. Une fois qu'ils tirent, ils tuent. Alors, il avait dit que ça, c'est toute une séquence de choses à faire. Et puis, il y a aussi Madame Fréchette qui suit le même trajectoire que son prédécesseur, en disant qu'il n'y a pas de discrimination racisme systémique au Québec. Alors, sur ça, j'ai écrit quelque chose parce que moi, j'ai la plume facile. Hein. Ça s'appelle Le Manifeste. Je ne nais pas pour être cible, je nais pour être ciel. Le système m'a appris à baisser les yeux. Je choisis de lever mon esprit à un niveau supérieur. Je choisis de lever la voix. Mon corps n'est pas un champ de bataille. Mon corps n'est pas un champ de tir. Il n'est pas une dette à payer, ni une colère à calmer. Saint-Michel, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies. Protéger et servir. Toucher sans consentement, c'est voler. Et voler une vie, c'est déjà la tuer. Servir et protéger comme l'esprit moqueur. Mon œil. La peur tue la confiance. Servir et protéger est un tueur masqué, c'est un tueur à gage. Attaquer et s'excuser après ne sont pas des erreurs. Ils sont des choix. Et les choix ont des noms. Violence. Le sang ne s'efface pas à l'éclair, ni à des discours de regret. Le silence protège, la réaction libère, alors réagissons. Parle pour ceux d'avant et pour ceux d'après. L'asphyxie tue les minorités visibles, traquées de tous les côtés. Demande pas de pitié, demande des faits. Des lois qui protègent et qui écoutent sans juger, qui questionnent les traumatismes, protéger et servir. La violence n'est pas notre destin, la paix si. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai C'est bravo. C'est bravo. Mais je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter. La violence contre, je peux dire contre les minorités visibles, mais surtout contre les Noirs. C'est toujours les Noirs qui sont traqués. De par, quel que soit à Longueuil, il y avait des morts. Aux États-Unis, bon, en tout cas, ça c'est chose courante, même si ça ne se dit plus dans les nouvelles, mais il y a des morts partout contre les Noirs. Alors moi, j'en ai vraiment marre de respirer et puis de rester en silence mais juste admettre qu'il y a la discrimination systémique, ce serait déjà un pas. Mais c'est d'admettre une faille. Mais oui, mais il y a une faille, Madame Joseph. Mais c'est d'admettre. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Ce que je pense, c'est qu'on ne veut pas admettre qu'il y a une faille. On veut simplement essayer d'essayer de résoudre quelque chose en ne parlant pas de ce sujet, en se disant que ces idéologies sont dans nos têtes, malgré que on vit ce genre de choses, comme tu l'as dit, depuis tellement longtemps, d'admettre que le système au complet faille. C'est comme si on vient de dire que tout ce qui a été construit,
ça fait pas de sens, tu vois. Donc pour moi, je crois que jamais le système, c'est comme un peu les jeux du menteur. Il joue la game jusqu'à la fin, au dernier pion, et jamais tu vas admettre que tu es celui qui est à tort. Tu comprends? Donc automatiquement qu'ils admettent, tout le système se renverse. Donc c'est plus facile de dire qu'il y en a pas, puis d'essayer de placer des boulons pour renverser la cadence, tu vois. Vous n'avez pas peur d'exprimer vos idées comme ça? Non. Au contraire, je suis québécoise dans l'âme, moi j'aime mon Québec, mais je pense par contre qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se fermer les yeux. Est-ce qu'il y a de la discrimination? Il n'y a pas besoin d'avoir peur de le dire. Je pense qu'on le voit, on l'a vécu. Je veux dire, cette semaine, je regardais sur les réseaux sociaux, puis il y avait la mairesse Soraya qui exprimait que son mari lui-même s'était fait, avait eu harcelé par la police. Puis je peux dire que, tu sais, qu'on le veuille ou non, de façon non voulue, il y a certaines failles dans le système, puis qu'on l'admette ou pas, c'est une réalité. Par contre, qu'est-ce qu'on veut, c'est un changement. Ok. Et bon, moi-même, je voulais retourner sur la séquence de René tout à l'heure, avant de passer à Béatrice. Et tout à l'heure, vous avez parlé, bien sûr, de le sens ou bien l'instinct de la communication depuis de ton jeune âge. Et ça, c'est un très bon signe. C'est pas que tu sois quelqu'un qui ne sait pas là qu'il faut aller ou bien tu étais délaissé, mais c'est pour dire que en matière de sociologie, comme Pierre Bourdieu a parlé de ça, et quand on est enfant, il y a plein de génies qui évoluent chez toi. Le génie envoie des lumières. Comme lui, il est maçon, il sait beaucoup de choses de ça. Le génie chez lui envoie de lumière. Mais toi, tu es au stade de s'agrapper ou de quelques, et je dirais, dimensions, sphères qui puissent te choyer, qui puissent te connecter et pour prendre la voie, pour prendre l'élan. Et ça va arriver là, dans l'environnement. L'espace environnemental, c'est ça qui va te permettre d'éclore. Oui. Donc, heureusement, là, tu as trouvé, et je dirais, l'espace environnement, les gens qui puissent te conseiller, te dire voilà ce qu'il faut faire, mais d'autres gens, d'autres enfants ne peuvent pas avoir ça. Je dis que il faut toujours inculquer, puisque tu es dans la communication, tu es dans cette voie de gospel, des éditions comme ça, il faut toujours essayer de donner chance, comme tu le fais, que ce soit par pratique, par théorie, d'inciter le côté de génie chez l'enfant. Oui. Et c'est ça qui a été éclos, qui a été né chez toi et que aujourd'hui tu vois comment tu es très à l'aise dans la communication, et peut-être, pourquoi pas dans le cinéma. Je sais que tu as quelque chose à nous dire. Ah oui. Voilà. Ben, je comprends ce que tu veux dire, Inel. Je pense que oui, ça doit éclore. Je crois beaucoup à la puissance de la déclaration, comme que si on peut rentrer dans cette veine-là. Moi, je suis très croyante et je crois que, comme le dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, certainement. Bien sûr que si c'est... Je ne dirai jamais que je n'ai pas reçu une éducation où on m'a implémenté certaines convictions à croire en qui je suis, mais j'ai déjà eu une grande phase où je me suis questionnée sur qui j'étais et où j'ai dû reprendre le dessus et de croire en mon potentiel. Donc oui, c'est vrai qu'il faut absolument se placer dans cet environnement-là et il faut croire qu'on a sa place dans ces environnements-là. Et oui, le cinéma, comme que tu le mentionnes. D'ailleurs, moi, je prends le temps de parler parce que là-dessus, parce que je sais que c'est un milieu qui est assez tabou encore pour notre communauté à certains niveaux, mais qui prend déjà une très belle place. Donc, oui, il faut aller dans les écoles de cinéma, dans les places où il faut rencontrer ces personnes-là, parce que le faire aiguise le faire. Tu veux travailler dans ce genre de milieu, va étudier en cinéma. Tu veux travailler en télé,
va étudier en télé. Tu veux faire du théâtre, va dans des places de théâtre. L'argent n'est pas une limitation selon moi parce qu'il y a un moment donné où je n'avais pas d'argent. Et ce que je faisais, c'était des stages. J'ai pris des stages à ma TV où ce que justement, ils cherchaient des animateurs, des recherchistes, des gens qui travaillent à la production. J'ai proposé mes services en échange pour pouvoir comprendre le milieu. Après ça, j'ai été suivre des formations qui étaient payantes. Et donc, puis ce que je veux dire par là, c'est que souvent, c'est des limitations qu'on se pose personnellement, mais une fois qu'on se dit, OK, je comprends que je n'ai pas la ressource, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Puis moi, ça a été une voie qui a été bénéfique pour moi parce qu'après ça, c'est comme ça que je suis rentrée chez Natif. Je savais pas, moi, que MaTV, qui était à l'époque, MaTV Montréal, qui était à l'époque la télévision communautaire de TVA, qu'ils avaient un volet payant. Puis ils m'ont tellement aimé qu'ils m'ont rémunéré pour mes services. J'étais devenue une de leurs animatrices et recherchistes et bookeuses d'entrevues musicales, etc. Puis il y a un réalisateur un jour là-bas qui m'a dit « Hey René, il y a une station de TV qui va ouvrir. » Il dit « Là-bas, là, c'est pour la diversité, puis je pense que tu vas être très bonne là-bas. » Mais en ce moment, ils cherchent quelqu'un qui veut travailler derrière. Puis c'est comme ça que j'ai fait chez Natif. Quand je suis rentrée, dans le temps qu'ils n'avaient pas leur licence, ils cherchaient quelqu'un à la coordination de production pour la première saison de Gospel Mania, qui n'était même pas encore sous la bannière de la nouvelle licence. Puis j'ai dit, écoutez, moi, j'ai pas de problème, je vais travailler comme la coordonnatrice, je vais vous trouver un animateur, mais je vais être la co-animatrice. Puis, regarde, après ça, c'est comme ça que moi, je suis maintenant l'animatrice de la saison 2. Mais tout ça pour dire que oui, je pense que c'est important, l'environnement est très important. Et après ça, on poursuit le chemin. Et c'est bon, ouais. C'est bon. Béatrice? Linda. Je confonds Linda et Béatrice, je regrette. Ça fait plaisir de voir une femme qui veut réaliser ses rêves, qui a réussi à réaliser ses rêves, c'est très important. Et je voudrais savoir quelle est la personne qui t'a encouragé le plus, ou bien qui t'a inspiré, entre guillemets. Ah, la personne qui m'a encouragé le plus, je ne pense pas qu'il y a une seule personne. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont ouvert la voie au fil du temps. Je te dirais que la première personne, par contre, qui m'a donné la première chance pour faire l'audition pour le VRAC TV, il s'appelle Steve Razier, qui était anciennement le gérant de Rachid. C'est lui qui m'a parlé de l'audition pour le groupe Fair Play. Ensuite, il y a eu une panoplie de personnes que je pourrais vous nommer là en passant par Monique Vincent, qui m'a permis de faire de passer les auditions pour la comédie musicale de Hairspray avec Denise Filiatro. Ensuite, je pourrais parler de l'animateur, mon Dieu, Angelo Cadet, qui a été un de mes professeurs en animation. Sinon, j'ai eu aussi Nadine Alcindor, qui avait les communications avec Atelier Média Formation. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont ouvert la porte, mais qui m'a inspiré, cherche à avoir quelqu'un qui m'inspire. Mais c'est parce que c'est pas au Québec, je pense. C'est pas au Québec. C'est-tu correct, Linda? Oui. OK. J'ai beaucoup regardé Free. AJ and Free de 106 & Park, c'est eux qui recevaient les artistes, puis qui parlaient, qui faisaient des entrevues avec eux sur le sofa. Donc, c'est eux que je regardais, qui m'ont vraiment inspiré. Je te dirais qu'après ça, au niveau de tout ce qui est télé, j'aime beaucoup Catherine Brunet. Je ne sais pas si vous connaissez la comédienne. Catherine Brunet, elle était jeune, je la trouvais intéressante, je me voyais en elle. Sinon, c'est très drôle, mais il y a l'émission Scandal avec... que vous connaissez, Scandal. Moi, je voulais jouer la Olivia Pope. Fait que quand j'allais dans mes auditions, je faisais exprès, puis quand je parlais un petit peu comme ça. Mais... un exercice de mimage. Un exercice de mimage, mais c'est très drôle. Mais oui, beaucoup de personnes m'ont inspiré. Je pourrais vous nommer plusieurs personnes. Puis encourager, par contre, mon conjoint. Bon, je pense que le temps nous file entre les doigts. Avec toi, je pense que ça nous aurait pris 2 heures. Mais il y a une chose que je peux vous dire. Vous avez le profil un petit peu de Ayana Ocean. Ah oui, hein? Qu'on a reçu. Que vous avez reçu? Oui, et puis la ressemblance aussi n'est pas loin. Oh mon Dieu, c'est la première fois qu'on me dit que je ressemble à Ayana. On m'a parlé de Kiki Palmer, on m'a parlé de plein de personnes, mais Ayana, le visage allongé. Allongé, oui. Ah ben merci beaucoup pour l'invitation, par contre, j'apprécie énormément. Bon, alors, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à notre auditoire, parce que dans 2 minutes, ce sera la fin. Je vous remercie, ça m'a fait plaisir de partager ce moment féerique avec vous, moment profond, poétique et artistique. Merci et bon courage pour tes projets. Merci. Bon, merci. Alors, qu'est-ce que vous direz à ces femmes qui ont participé à votre émission Gospel Mania, parce que
Et elles ont apporté tout leur vécu dans Gospelmania. Oui, moi je dirais aux candidats, la compétition c'est seulement un début, c'est un tremplin. Continuez à faire vos projets. Je pense que dans le milieu artistique, on le comprend. L'important, c'est pas seulement de participer à quelque chose, mais c'est de créer. Donc, continuez à créer. Dès qu'on trouve notre identité, on crée quelque chose. Continuez à être inspiré et à créer. Est-ce que 50 000 $, ça peut lancer une carrière? Là, le Grand Prix n'est pas 50 000 $ en argent. C'est une bourse en argent de 10 000 $. À la production de single et bien plus encore. Mais le Grand Prix est d'une valeur de 50 000 $. Est-ce que ça peut lancer une carrière? Même $1 peut lancer une carrière avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Là, tout est possible. Bon, alors merci beaucoup, madame. Merci, Yves. Pour nous avoir fait l'honneur d'être ici. Et parce que je sais comment vous êtes occupé. Alors, je dis salut à notre auditoire. Et puis, monsieur Inel, est-ce que vous avez... Bien sûr, exactement. Nous remercions les invités pour être ici. Et puis aussi que nous demandons à aux auditeurs, nos commanditaires aussi, de monter sur la plateforme Amazon pour acheter nos